Alors, avec Christian Guillon-Marche, nous plongeons in situ au Conseil régional de la RAB. RAB, la région administrative Bretagne. C'est son nom, c'est son nom. J'ai écouté Ibrahim Malouf en venant ici. Il présentera des données sur les dotations budgétaires par habitant venant de l'État et mettra en évidence le paradoxe breton. La Bretagne est une des régions de France dont le budget par habitant est le plus faible, alors qu'elle est un des territoires où la demande de régionalisation est la plus forte. Donc Christian va attaquer son sujet lui aussi pour les 15 minutes de son perchoir de rapporteur général du budget au Conseil régional. Alors là, il y a marqué de Bretagne, mais non, c'est la RAB, c'est pas la Bretagne, c'est autre chose. Enfin, je dis ça surtout en tant que poète. À toi, Christian. Merci, Demat Tunonol, bonjour à tous. Quelques préalables en introduction. D'abord, les données officielles dont je dispose concernent les régions administratives. N'étant pas statisticien, je dois donc faire avec, sans oublier pour autant la problématique bretonne de la réunification. Deuxième préalable, les données que je vais partager avec vous concernent les régions métropolitaines. Ce n'est pas un signe de désintérêt pour les territoires d'outre-mer, mais leur problématique est particulière, et les écarts de développement en leur défaveur avec la métropole fausseraient les comparatifs. Dans mon intervention, je n'aborderai la question des inégalités territoriales que par le prisme des régions. Pour autant, les inégalités se manifestent évidemment à d'autres échelles, et notoirement à l'échelle des grandes agglomérations urbaines. Dans le rapport intitulé « Vers l'égalité des territoires », paru en février dernier, rédigé à la demande de la ministre du Logement et de l'égalité des territoires, et dirigé par l'économiste Éloi Laurent, ses confrères Jean Cavaillès et Jacques Tisse écrivent ceci. Le dernier rapport de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, les US, confirme à la fois l'importance et l'accroissement des écarts entre les US et les unités urbaines qui les contiennent. Par exemple, les écarts entre taux de chômage dans les US et hors de ces zones sont considérables et continuent de croître. Les taux de chômage y étaient respectivement en 2003 de 17% pour les US et de 9% pour les unités urbaines contenant les US. Ils sont en 2011 de 22,7% dans les US et de 9,4% dans les unités urbaines. Fin de citation. Ces données chiffrées, objectives, sont une forme de réponse à ceux qui tiennent aujourd'hui le haut du pavé dans le débat sur l'organisation territoriale de la France. Je veux parler du lobby pro-métropolisation, dont le maître à penser est l'économiste Laurent Davesy, souvent appelé à s'exprimer dans les médias ainsi que dans les assemblées des communautés urbaines d'agglomération. Ce que nous montre l'Observatoire national des US, c'est que les concentrations humaines non régulées ne règlent pas les problèmes sociaux, elles les aggravent. Il est regrettable que le gouvernement Ayrault n'ait pas pris cette réalité en considération au moment de donner la priorité à la métropolisation au détriment de la régionalisation dans son projet dit de décentralisation. Une métropolisation que Jean-Marc Ayrault a décrite à la sortie d'un conseil des ministres comme, je le cite, la grande innovation de ce projet. Dès lors, comment s'étonner de ce qui se passe en Bretagne depuis quelques mois, quand l'État lui-même alimente le sentiment de relégation sociale et territoriale que les fermetures d'usines agroalimentaires et les milliers de suppressions d'emplois ont déclenché dans les zones rurales concernées. Dernier préalable, la richesse d'un territoire et de sa population ne se réduit certes pas à la production de biens et de services, qui est mesurée, vous le savez, par l'indicateur du produit intérieur brut, le PIB. L'état de santé général d'une population se mesure bien plus sûrement au travers d'instruments comme l'indicateur de développement humain, l'indicateur de santé sociale et l'empreinte écologique.
des indicateurs de développement durable qui intègrent des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. Pour autant, la politique que l'État applique au territoire est encore largement dictée par des indicateurs strictement économiques, comme le PIB et le potentiel fiscal, et c'est sur la base de ces indicateurs économiques que les dotations de l'État aux collectivités sont encore calculées aujourd'hui. En témoigne le fait, par exemple, que la région Limousin, qui était en 2008 19e région métropolitaine sur 22 pour le PIB par habitant, mais première sur 22 pour l'indicateur de santé sociale, reçoit de l'État le plus haut niveau de dotation par habitant. En 2013, 200 € par habitant, quand la moyenne nationale est de 140, et la dotation attribuée à la région Bretagne de 116 €. Ce sont des données que vous retrouverez dans un 4 pages que j'ai fait imprimer pour aujourd'hui et qui a été ou qui va être distribué à l'ensemble des personnes dans la salle. La conclusion de ce dernier préalable ouvre la première des deux parties de mon intervention. La Bretagne est-elle l'enfant gâté de la République? Si j'ai choisi d'intituler ainsi cette partie dans laquelle je vais montrer le traitement que l'État applique à la Bretagne comparativement à la moyenne nationale, c'est parce que enfant gâté de la République, c'est l'image que certains médias parisiens ont choisi de donner de la Bretagne depuis que le mouvement dit des bonnets rouges a choisi de se manifester bruyamment. Donc, la Bretagne est-elle, cet enfant gâté de la République, exigeant et égoïste? Regardons les moyens budgétaires dont disposent les régions administratives en métropole. Ce sont des données, celles que je vais vous fournir, que vous retrouverez dans le tableau qui va être, je le crois, distribué. Je l'ai donné tout à l'heure, donc ça doit être distribué. Une comparaison des recettes de fonctionnement par habitant montre que depuis que les régions administratives existent en France, la région Bretagne dispose d'un des deux budgets par habitant le plus faible. En 2013, 308 € par habitant, pour une moyenne nationale de 347. On notera d'ailleurs que le plus mal loti est la région des Pays de la Loire, avec 299 €. Ce qui veut dire qu'une Bretagne réunifiée à 5 départements ne serait pas mieux traitée par l'État aujourd'hui. Les recettes de fonctionnement d'une collectivité, c'est essentiel. Non seulement parce qu'elles permettent de financer les dépenses de fonctionnement, donc des services rendus à la population, mais aussi parce que de leur niveau dépend celui de l'épargne. Une région qui a de faibles recettes de fonctionnement par habitant est handicapée pour rendre un bon niveau de service aujourd'hui et handicapée aussi pour investir, donc préparer l'avenir. Le faible budget par habitant dont dispose la région Bretagne s'explique d'abord par un faible niveau de recettes fiscales. Depuis la réforme Raffarin de 2004, les recettes fiscales des régions se décomposent en deux catégories. Celles sur lesquelles les régions n'ont aucun pouvoir de taux, celui-ci étant fixé au niveau national, et celles sur lesquelles les régions peuvent encore exercer un pouvoir de taux. Dans la première catégorie se range la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui est une des recettes fiscales des collectivités qui est venue remplacer la taxe professionnelle, supprimée par Sarkozy en 2010. Son taux est fixé par l'État et 25% de son produit revient aux régions. Or, en 2013, la région Bretagne aura perçu 151 millions € au titre de la CVAE, soit 3,8% de la CVAE régionale totale pour 4,9% de la population française. Chiffre officiel. C'est un peu pour un enfant gâté. Quant à la catégorie des recettes fiscales sur lesquelles les régions peuvent encore exercer un pouvoir de taux, les données officielles montrent que les élus bretons ont choisi de mobiliser le potentiel fiscal régional dans des proportions tout à fait comparables à la moyenne des régions. Le dernier rapport de l'Observatoire des finances locales, organisme tout à fait officiel, donc ce dernier rapport montre en effet, sur la base des comptes administratifs 2010, que le ratio entre le produit fiscal effectif et le potentiel fiscal
place la région Bretagne légèrement au-dessus de la moyenne métropolitaine, 77,8% contre 71,7%. Donc, les contribuables bretons sont appelés par la région à contribuer à proportion de leur potentiel. A contrario, on notera que la région Île-de-France ne mobilise que très peu son potentiel fiscal, avec un ratio de 38,3%. La deuxième et la quatrième région les plus riches par le PIB par habitant, à savoir Rhône-Alpes et l'Alsace, se caractérisent elles aussi par une faible mobilisation de leur potentiel fiscal. 62,3% pour Rhône-Alpes, 60,1% pour l'Alsace. Morale de l'histoire, vivez dans une région administrative riche fiscalement parlant et vous serez peu imposé par votre conseil régional. C'est la situation réelle en France aujourd'hui. Ce qui explique le faible budget par habitant dont dispose la région Bretagne, ce n'est donc pas un défaut de mobilisation de la fiscalité régionale par les élus bretons. Les faibles moyens budgétaires dont dispose la région Bretagne s'expliquent par une sous-dotation de la part de l'État. Je l'ai dit tout à l'heure, 116 € par habitant pour une moyenne métropolitaine de 140 €. Concrètement, ça veut dire que si la région Bretagne recevait une dotation de l'État par habitant dans la moyenne française, le budget à disposition de la région serait augmenté de 80 millions d'euros chaque année. 80 millions d'euros. C'est le coût de 4 lycées neufs, à titre de comparaison. Je vais accélérer, sinon je vais déborder. Donc, autre sujet. Je suis désolé, c'est technique, mais il faut entrer dans le technique des choses pour savoir de quoi on parle. La grande vitesse ferroviaire est un autre dossier qui permet d'apprécier la façon dont la région Bretagne est traitée par l'État. À l'occasion de la contestation de l'écotaxe en Bretagne, certains commentateurs extérieurs ont pointé du doigt ces Bretons qui ne voudraient pas payer l'écotaxe, mais qui acceptent l'argent de l'État pour la construction de la ligne à grande vitesse qui les dessert. Quel égoïsme! Prenons-les au mot et regardons ce qu'il en est. Si le TGV dessert la Bretagne depuis 1989, la grande vitesse ferroviaire, elle, ne concerne pas encore le territoire breton. En effet, à l'ouest de Paris, la grande vitesse se résume aujourd'hui au tronçon Paris-Le Mans. Au-delà du Mans, les trains roulent de 200 km/h et nettement moins vite à l'ouest de Rennes, jamais au-dessus de 160. Le projet Bretagne Grande Vitesse, actuellement en cours, consiste à prolonger la LGV Paris-Le Mans jusqu'à Rennes, à réaliser des travaux de modernisation sur les lignes existantes Rennes, Brest et Rennes-Quimper, enfin à désaturer la gare de Rennes et à moderniser une dizaine d'autres gares principales. Ces travaux ont un coût gigantesque à l'échelle des budgets locaux. La seule LGV Le Mans-Rennes a été budgétisée à 3,4 milliards d'euros. Les collectivités bretonnes y contribuent à hauteur de 1,1 milliard. Et sur cette somme, la région intervient à hauteur de 75%. Je rappelle qu'il s'agit ici d'un chantier national qui concerne le réseau ferré et les gares, sur lesquels les collectivités, y compris la région, n'ont aucune compétence obligatoire. La compétence ferroviaire des régions se résume à l'organisation des trains express régionaux et au financement, donc, des locomotives et des rames de voyageurs correspondants. D'ailleurs, incongruité française, si vous ne le savez pas, les régions payent 100% des locomotives et des rames de TER, mais ce matériel est propriété de la SNCF. C'est ça la France. Pirate. Les collectivités bretonnes financent donc l'arrivée de la grande vitesse ferroviaire sur leur territoire à hauteur d'1 tiers de la facture globale, le solde étant assuré par l'État et Réseau Ferré de France. C'est la plus forte contribution en pourcentage jamais réclamée à une région par l'État et RFF. Certes, dorénavant, c'est le même niveau qui est réclamé aux collectivités des autres régions pour la construction de nouvelles LGV. Mais c'est bien la Bretagne qui a inauguré la règle des 3 tiers. Elle n'a donc certainement pas été privilégiée. Loin s'en faut. Troisième et dernière illustration, la répartition géographique des fonds de la politique agricole commune. Cette année, dernière année avant la mise en œuvre d'une nouvelle PAC, la région Bretagne, qui représente 4,9% de la population française, mais 6,8% des exploitations agricoles, a reçu l'équivalent de 5,4% des primes du premier pilier de la PAC versé à la France.
Quant au second pilier, le FEADER, dédié au développement rural, l'enveloppe attribuée à la région Bretagne au cours des années 2007-2013 a représenté à peine 2% de l'enveloppe globale attribuée à la France. 2%. Pour 5% de la population, 6,8% des exploitations agricoles. Où est l'enfant gâté? Je voudrais terminer mon intervention en pointant le danger d'une régionalisation qui, à peine amorcée en France, est menacée aujourd'hui d'asphyxie. Je crois qu'en tant que rapporteur général du budget de la région Bretagne, je suis assez bien placé pour en parler. Le budget global des régions était en 2011 de 27 milliards d'euros, ce qui représente 12% des dépenses locales, des dépenses publiques locales en France. Si on introduit le budget de l'État dans la réflexion, le budget global des régions, c'est 4% de la dépense publique en France, hors sécurité sociale. 4%. Apparemment, c'est encore trop pour l'État, puisqu'il a pris le parti depuis 15 ans d'éteindre peu à peu l'autonomie fiscale des régions. Je ne vais pas revenir sur l'historique, je n'ai pas le temps. Sachez simplement que depuis 2004, l'autonomie fiscale des régions est tombée de 50% à 12%. Depuis que Sarkozy a supprimé la part régionale sur les taxes foncières en 2011, il n'y a plus aucun lien de fiscalité directe entre les ménages et leurs régions. C'est un acte politique qui n'est pas anodin. Il faut ajouter à cela que le peu d'autonomie fiscale qui reste aux régions repose sur une assiette et des bases qui sont en dépression. C'est quoi cette autonomie qui leur reste? C'est la taxe régionale sur les cartes grises, dont le produit plonge avec la baisse des immatriculations de véhicules, moins 10% probablement cette année en France. Et c'est une petite fraction de la taxe sur la consommation de carburant, pas la TVA, mais la TICPE, une petite fraction qui revient aux régions, qui elle aussi est à la baisse, puisque la consommation de carburant est en baisse d'1% cette année en France. Et alors, comble de l'absurde, les régions sont encouragées à développer le transport régional de voyageurs par le rail, mais plus elles développent le transport régional de voyageurs par le rail, moins elles ont de recettes. Eh oui, évidemment, puisque les gens qui n'utilisent pas leur voiture ne consomment pas de carburant et accessoirement ne renouvellent pas leur véhicule. Voilà, voilà la France. Situation complètement ubuesque. Je pense que l'UNESCO en aura fait une pièce de théâtre. Je termine en 2 minutes, pas plus. 1:30. Vous savez peut-être que l'État a décidé de mettre à contribution les collectivités pour baisser la dépense publique. Ça va commencer l'année prochaine. Moins 3%. Les dotations de l'État aux collectivités vont baisser de 3% l'année prochaine. Elles vont baisser encore de 3% en 2015. Ce qui veut dire qu'en 2015, les collectivités recevront d'État 6% de moins que cette année. L'État a décidé de mettre tout le monde sous la toise. Les régions représentant 12% de la dépense publique, elles devront contribuer à hauteur de 12% à cette baisse des dotations. Il est probable d'ailleurs, il y a des déclarations gouvernementales ces dernières semaines qui laissent entendre que cette baisse sera poursuivie en 2016 et 2017. Mardi dernier, Jean-Marc Ayrault a annoncé devant l'Assemblée nationale, je le cite, une remise à plat du système fiscal. Il a fixé l'objectif d'une entrée en vigueur à compter de 2015. La fiscalité locale a été identifiée comme un des 4 grands sujets qui devraient être traités à cette occasion. Je le dis ici solennellement. La grande réforme du système fiscal ainsi annoncée doit permettre de redonner de l'autonomie fiscale et financière aux régions au service d'un vrai projet de régionalisation. La Bretagne le réclame parce que les Bretons ont compris que la France de François Hollande n'est plus la France de Charles de Gaulle. L'État ne financera plus l'équivalent du plan routier breton. Avec un endettement à hauteur de 95% du PIB en 2014 et une croissance à 0, où irait-il chercher l'argent? L'État ne décrétera plus, il en serait bien incapable, les décentralisations industrielles d'antan, qui ont amené Citroën à Rennes, Le CNET à Lannion, Michelin à Vannes. C'est terminé ce temps-là, c'est fini. Les Bretons ont compris que s'ils veulent vivre, travailler et décider en Bretagne, slogan mis à toutes les sauces,
mais qui traduit une aspiration populaire profonde, ils doivent prendre leur destin en main. Et cela sera rendu possible avec un vrai pouvoir de décision politique et un vrai pouvoir budgétaire en Bretagne. Cela s'appelle l'autonomie et cela ne peut plus être remis à plus tard. Je vous remercie.